commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer sur le module 7. C'est un module qui va nous durer, comme vous pouvez le voir dans les modalités, 2 semaines. Au début, on avait prévu 1 semaine, puis on s'est dit, bon, on va mettre un peu plus de temps sur ce module-là parce que, bon, jusqu'à présent, le cours a pris sa vitesse de croisière et on n'a pas pris de retard. On avait un petit peu de marge de manœuvre, alors on va l'utiliser ici. Alors donc, ce sont un module sur les expressions logiques et les structures répétitives. C'est-à-dire qu'on va apprendre finalement comment utiliser à l'intérieur de nos programmes des opérations logiques comme le et, le ou, le non que vous avez appris en mathématiques. Alors ça, premièrement, rassurez-moi, en mathématiques discrètes, est-ce que vous avez terminé de faire le et, le ou et le non, les expressions logiques? Oui. Oui. Oh oui, parfait. Normalement, ils sont supposés avoir commencé par ça. Alors, OK, c'est parfait. Ça nous prendra guère de temps parce qu'évidemment, si vous êtes rendu des génies là-dedans. On va parler par contre d'une structure de programmation qui s'appelle la répétitive. D'autres l'appellent tout simplement la boucle. Alors, c'est donc une structure de programmation qui va nous permettre de répéter des opérations de façon continue ou conditionnelle ou sur un certain nombre de cas. Alors ça, c'est une opération qui est majeure en informatique parce que dans la plupart des systèmes, on a cette notion de répétition du traitement de l'information. Bon, finalement, on va aussi avoir un élément plus technique à l'intérieur de ce cours, c'est-à-dire qu'on va aborder des opérateurs qui ne se retrouvent pas en pseudocode, mais qui sont des opérateurs que l'on retrouve typiquement dans les langages de programmation. Alors, on va parler d'opérateurs d'incrémentation et d'opérateurs arithmétiques d'affectation. Bon, tout ça va se dérouler sur 2 semaines. Alors, 2 semaines durant lesquelles il y aura 2 laboratoires différents. Cette semaine, je vous en ai mis un sur le Moodle, on verra. Et on abordera ce laboratoire jeudi. Donc, si on reprend la structure d'aujourd'hui, module 7, cette semaine, nous devrions couvrir les documents B et C, dont je vous recommande la lecture. Et nous allons également, vous allez être capable de faire une partie des exercices du module G. Bon, on travaillera la semaine prochaine sur les compléments, sur les opérateurs du langage et les variantes sur les codifications des répétitives. Bon, comme d'habitude, il y a le module d'auto-évaluation que vous serez éventuellement capable de faire le mieux possible. Bon, pour cette semaine, nous avons le laboratoire 7, que je vais sans doute renommer 7A très bientôt, parce qu'il y aura un 7B qui va être un autre problème que je vous donnerai la semaine prochaine. Donc, le laboratoire de cette semaine, c'est vraiment un laboratoire qui sera à remettre mardi prochain. Alors, sans plus tarder, commençons avec nos expressions logiques. Bon. Oups. Les expressions logiques de base, vous les connaissez. Le non, le et, le ou. Bon. Je pense que tout le monde comprend bien le rôle de ces expressions et son fonctionnement. On va quand même réviser les choses rapidement. Ce n'est pas un module que je pense qui va nous prendre énormément de temps. Cependant, je vais quand même insister sur un premier point qui, malgré votre formation en mathématiques, semble n'être pas toujours bien maîtrisé. C'est le concept de priorité des opérateurs logiques. Bon, en informatique, ce concept est super important. En fait, on a une priorité très forte sur le nom. Alors, le nom est souvent la première chose qu'on va faire. On va voir même qu'en codification, le nom logique a une propriété supérieure à énormément d'opérateurs. Ça, on le verra un peu plus tard. On a sinon, dans les opérations logiques, on a également le et finalement le ou. Alors,
une chose qui est souvent mal maîtrisée, c'est le fait que lorsqu'on a dans une même opération logique un et un ou, quand le et est, s'il n'y a pas de modification de l'ordre des opérateurs, comme des parenthèses par exemple, le et devra se faire avant le ou. Alors, on fera des exemples là-dessus. Bon. Les opérations logiques, on est capable de voir qu'on a ici le nom qui est une opération unaire, c'est-à-dire qu'il ne s'applique que sur l'opération à sa droite, en fait, sur les données à sa droite, tandis qu'on a le et le ou qui sont binaires, qui vont nécessiter deux opérants. Pour ce qui est de nos exemples classiques, regardons ici. Non, âge plus petit que âge adulte. Vous remarquerez ici que j'ai pris la peine de mettre l'expression âge plus petit que âge adulte entre parenthèses. Pourquoi? C'est parce que en informatique, en codification principalement, si j'avais fait ça sans les parenthèses, le nom aurait été exécuté avant le plus petit. Alors, le nom en codification a une priorité très élevée, donc on doit prendre des précautions avec lui. Alors ici, moi, ce que je voulais inverser, c'était le résultat de âge plus petit que âge adulte. Bon, et cette expression, alors là, je vous pose une question, elle est équivalente à quelle expression plus simple? Est-ce que quelqu'un peut se lancer avant que je pige au hasard? Non-âge Oh. est plus petit que non-âge adulte. Ah non, ça c'est compliqué. Quelque chose de plus simple que ça. Âge plus grand ou égal à âge adulte? Exactement. Alors donc, on essaie de... Ici, vois-tu, le premier qui a répondu, c'est qui? Philippe, moi. Philippe. OK, Philippe. Tu as eu un bon réflexe dans la mesure où tu as distribué l'opération non sur l'ensemble des items. Mais ici, il fallait vraiment la penser un peu plus loin. C'était vraiment de dire, hey, on va aller chercher le complément de ça. Alors, le nom, c'est souvent, on va avoir une méthode de travail un peu ensembliste où le nom, c'est un peu le complément. Alors, le complément finalement de âge plus petit que âge adulte, c'est âge plus grand ou égal à âge adulte. Bon. On voit également deux exemples plus bas. Alors, ces exemples étant âge plus grand ou égal à âge adulte et âge plus petit que âge retraite, vous remarquez qu'il n'y a pas de parenthèse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas le nom, les opérateurs « et » ainsi que « ou » sont des opérateurs qui ont un faible degré de priorité, un faible niveau de priorité. C'est-à-dire qu'ils vont venir nécessairement après tous nos opérateurs arithmétiques et ainsi que tous nos opérateurs relationnels. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas obligé de mettre des parenthèses dans les deux exemples avec le « et le « ou ». Est-ce qu'il y a des questions sur ce morceau-là? Je vais quand même ouvrir la fenêtre des participants pour voir ce qu'il y en a. Bon. Les tables de vérité, vous avez certainement travaillé avec ça en mathématiques, ces tables de vérité. Donc, je les ai remises ici, les tables de base, parce que c'est là-dessus que je vais me fier, évidemment, mais vous êtes censé bien les connaître. Alors, donc, on voit que dans l'opérateur non, le nom inverse la valeur. Ce qui était vrai devient faux, ce qui était faux devient vrai. Pour ce qui est de l'opérateur et, pour que ça soit vrai, il faut que mes deux valeurs soient vraies. Alors, P est vrai, Q est vrai. Et pour le ou, le ou, c'est le ou inclusif, ce n'est pas le ou exclusif. Alors, c'est le ou inclusif que nous allons utiliser. C'est un ou qui nous dit le résultat sera vrai si un des deux ou les deux
sont vraies. Bon. Ici, on remarquera que l'opérateur logique, je vais remonter un petit peu dans le document. Ici, l'opération ou encore l'opération et, par exemple, même l'opération non, ce sont des opérations, ce sont des opérateurs booléens, donc ils produisent un résultat booléen, mais les opérandes de ces opérateurs-là, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Hein? Les opérandes des expressions relationnelles, c'était des nombres. Hein? Par exemple, quand j'écris âge plus petit que âge adulte, ici, j'ai une expression relationnelle. L'opérateur, c'est un opérateur relationnel. Les opérandes, c'est âge et âge adulte, sont des nombres. Moi, ce que je vous demande, c'est quoi les opérandes de « et » ou encore de « ou » ou même de « non » ? Est-ce que quelqu'un... Des vrais ou faux. Des booléens. Booléens, des vrais ou faux. Exactement. Les opérateurs logiques s'exécutent sur des valeurs booléennes. C'est ça, c'est bien important de le comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, de dire, je ne sais pas moi, âge et âge adulte, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on essaye d'appliquer l'opérateur et sur des nombres. Alors ici, l'opérateur et, l'opérateur ou, l'opérateur non s'appliquent sur des valeurs booléennes. Alors, c'est donc comme les opérations, comme les expressions relationnelles, les expressions logiques sont des expressions booléennes parce qu'elles nous retournent un booléen, mais évidemment, les expressions relationnelles établissent la relation entre des valeurs numériques, généralement, et les expressions logiques font des opérations sur des booléens. Notion de tautologie et de contradiction. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais. Alors, c'est quoi une tautologie? C'est quand c'est toujours vrai. Toujours vrai. Et une contradiction lorsque c'est Toujours faux. Parfait. Bon, les tautologies et les contradictions sont des choses qu'il nous faut, nous, éviter en informatique. Parce qu'il arrive que des fois, on écrive du code, on écrive, par exemple, des alternatives qui sont des tautologies. Alors, si on écrit une alternative, si une condition, alors je fais le premier traitement, sinon je fais le deuxième traitement. Si nous avons par mégarde créé une condition qui était une tautologie, eh bien, notre deuxième traitement ne sera jamais exécuté. De la même façon, si notre condition était une contradiction, et là, c'est le premier traitement qui ne serait jamais exécuté. Alors, nous, on va devoir faire attention parce qu'avec une opération logique, il est facile de créer une tautologie ou une contradiction. Bon, je vous illustre le phénomène dans l'exemple qui est actuellement affiché. Alors, voyez-vous, on a âge ado qui vaut 12, qui est une barrière. Alors ici, bon, quand j'écris si âge client plus petit que âge ado ou âge client plus grand ou égal à âge ado, eh bien, ici, j'ai créé finalement une tautologie parce que c'est impossible que cette expression nous donne faux. Donc, on a créé un bout de code où il n'y aura toujours que le prix billet plus petit que 5. Le prix billet vaudra toujours 5, excusez-moi, et il ne vaudra jamais 10. Bon. Alors, évidemment, ici, il y a manifestement une erreur. De la même façon, si nous regardons ce phénomène-ci, là, c'est pour les contradictions, on voit qu'ici, l'âge client plus petit que âge ado et âge client plus grand ou égal à l'âge retraite. Bon, alors on voit que âge ado vaut 12, âge retraite 65. On va lire l'âge. Est-ce qu'il est réellement possible qu'un âge soit à la fois plus petit que 12 et plus grand ou égal à 65?
La réponse est évidemment non. Donc, nous avons affaire à une contradiction. Et une contradiction, ça va faire en sorte que ça sera toujours faux. Donc, le prix du billet sera toujours 10. Parce qu'ici, en fait, celle-là est assez facile à faire. Et je la vois régulièrement, c'est on a mis un « et » à la place d'un « ou », tout simplement. Bon. On va travailler dans mon cours. Alors, là, je ne sais pas, bon, l'approche, je ne sais pas trop quelle approche vous avez nécessairement pris avec les profs de maths. Pour la résolution d'expressions logiques, moi, je travaille beaucoup avec une approche ensemblée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je fais un lien entre les opérations logiques et les opérations ensemblistes. Alors, est-ce que vous avez déjà travaillé avec le concept d'intersection, d'union en maths discrète? Oui, Ouais, non, sur la théorie peut-être? des ensembles. Vous avez fait la théorie des ensembles. Bon, ici, on va la réutiliser. Alors, cette théorie, regardons, qu'est-ce que je dis? Ben, en fait, prenons un exemple comme celui que vous allez trouver à la page 5. On prend une table de vérité. Ici, j'ai deux situations, P et Q, donc deux valeurs booléennes ou expressions booléennes, qu'importe. Mais P et Q peuvent donc prendre cette répartition de valeurs. Hein? Alors, on a vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Je numérote mes cas. 1, 2, 3, 4. Alors, voici les 4 situations possibles. Alors là, je vais essayer d'évaluer l'expression P ou Q à partir justement d'une approche ensembliste. Alors, je dis P ou Q. Alors, ici, je remplace P par l'ensemble des valeurs où P est vrai. Alors, si vous regardez bien, P est vrai dans les cas 1 et 2. Donc, j'ai l'ensemble 1, 2. Q est vrai dans les cas 1 et 3. Le ou, c'est l'union. Ce qui est vrai d'un côté ainsi que plus ce qui est vrai de l'autre. Alors, ce qui me dit 1, 2, 3. Alors, le résultat, selon l'approche ensembliste, c'est les cas 1, 2, 3, ce qui correspond bien à notre vision de la table de vérité de l'opérateur OU. Bon. Pour le « et », eh bien, bon, ici, je vais en faire un autre où je vais mettre quelque chose d'un peu plus compliqué. Le « et », c'est l'intersection. Le « non », c'est la différence. Alors donc, la différence ou le complément, si vous préférez. Alors, tout d'abord, je commence à écrire de façon simplifiée. P et non Q. En approche ensembliste, c'est P qui vaut 1, 2, les cas où P est vrai. On fait toujours référence à notre table de vérité qui est celle-ci. Alors donc, P, c'est toujours 1, 2. Le « et », c'est le symbole de l'intersection. Le « non », c'est la différence ou le complément. Alors, le non Q, ici, c'est Q, c'est qu'est-ce qui était vrai, 1, 3. Non Q, c'est le complément, donc 2, 4. Alors, vous voyez, j'ai mis Q, je l'ai remplacé initialement par qu'est-ce qui est vrai pour Q, c'est les cas 1, 3. Mais la différence de ça, ça me donne 2, 4. Donc, je me retrouve avec l'expression l'ensemble 1, 2, intersection l'ensemble 2, 4. Le résultat de ça, c'est 2. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette approche ensembliste?
Oui, non, peut-être. Aucune question? Ça va bien? Est-ce que je vous ai perdu? C'est parfait. Non, c'est good. Parfait, c'est bon. Alors donc, reprenons maintenant une situation un petit peu plus complexe. Alors, P et Q ou Q. Alors moi, j'ai une question pour vous ici. Quel opérateur devrait se faire en premier dans une situation comme celle-ci? Le et. Le et. On ne perd jamais ça de vue. Et ce n'est pas parce qu'il est placé à la gauche du ou, c'est parce qu'il est prioritaire sur le ou. Alors ici, si j'écris P et Q ou P, alors je peux déjà la traduire en opération ensembliste. P, c'est 1, 2. Intersection Q qui vaut 1, 3. Union P qui vaut 1, 2. J'effectue d'abord l'intersection. L'intersection entre 1, 2 et 1, 3, c'est 1. L'union entre 1 ou 1, 2, ben c'est 1, 2. Alors donc, on peut voir que cette opération-là, une fois simplifiée, équivaut à dire P. Hein? On voit que le résultat final, c'est le résultat de P. Qu'est-ce que ça nous apprend quand on regarde cette expression-là? Hein? Si vous écrivez ça dans votre code, qu'est-ce que ça nous dirait finalement, cette simplification-là? Qu'est-ce qu'elle nous démontre? Que le et est inutile quand il y a un ou. On pourrait dire ça dans ce cas-ci, mais encore plus simple que ça. C'est seulement si P. Le résultat de la condition, de la grosse condition, était toujours équivalent au résultat de P. C'est-à-dire que toutes nos opérations, tout ça est inutile parce qu'on se retrouve avec comme résultat la valeur de P. Est-ce que vous le voyez? Bon. Ce que je suis en train de vous montrer ici, c'est une autre façon, peut-être que je ne suis pas sûr que vos profs de maths, est-ce que vos profs de maths ont abordé ce problème-là de cette façon-là au niveau logique? Un peu. Enfin, nous, on fallait faire, en tout cas, moi, dans mon cours, il fallait simplifier des expressions qui ressemblaient un peu à ça pour Bon, d'accord. trouver qu'est-ce que ça donnait là. Bon, ça ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que vos profs de maths, quand ils vous ont montré ça, ils ont eu parfaitement raison. Parce qu'en informatique, il est très facile d'écrire une expression logique inutilement complexe si on n'y prend pas garde. Alors ici, ce qu'on est en train de voir, c'est que dans certains cas, on est capable de simplifier notre expression. Alors, ici, P et Q ou P ne donnent pas grand-chose. Et aussi, il ne faut jamais perdre de vue, dans un cas comme ça va toujours finir à la fin. Ça viendra toujours remplacer le résultat. Bon. Et on a des cas particuliers. Alors là, comment créer une contradiction? Regardons. Alors, quand j'écris P et non P, donc P intersection la différence de P ou le complément de P, alors P c'est 1, 2. Le complément de P c'est 3, 4. L'intersection entre P et le complément de P, c'est naturellement l'ensemble vide. L'ensemble vide nous indique que nous avons une contradiction. Bon. Ici, j'ai utilisé les deux accolades. Évidemment, vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez comme symbole pour l'ensemble vide. Est-ce que ça va pour ce morceau-là?
il y aura des exercices. Là, je vous dis tout de suite, il y a des exercices là-dessus. Puis j'ai des magnifiques questions dans mes auto-évaluations là-dessus. Puis j'ai encore de plus belles questions dans le prochain mini-test là-dessus. Alors, c'est quelque chose qu'il faut absolument bien maîtriser. Ça marche? Oui. Alors, OK. Alors, donc, ça, c'est un morceau, même si on passe relativement vite parce que c'est quelque chose que vous avez déjà couvert. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en salle ou en privé. Maintenant, on va regarder la codification. C'est là que la codification est un peu importante là-dessus. Bon, on va distinguer les opérations algorithmiques en pseudocode de celles en codification, comme d'habitude. Alors, si on regarde au niveau de la description algorithmique, on a l'opérateur non et les opérateurs non et ainsi que ou. Au niveau du pseudocode, ce n'est pas compliqué. On utilise non et ainsi que ou. Par contre, regardons ce que nous allons utiliser en C#. Là, je dis en C#, mais ce que je suis en train de vous montrer là, ça serait valable dans une foule de langages. C'est-à-dire que vous travailleriez en C++, en Java, dans la plupart des langages qu'on appelle de la famille du C, comme le C#, on va utiliser le point d'exclamation pour dire non. Rappelez-vous, par exemple, lorsque nous avons fait les opérateurs relationnels, nous avons travaillé avec l'opération not égal, non égal, point d'exclamation égal, qui voulait dire différent. Bien, en fait, point d'exclamation égal, ça veut dire non égal. Le point d'exclamation, ça veut dire non, tout simplement. Les doubles éperluettes ou perluettes, bon, ce que d'autres appellent le « et » commercial. Bon, ici, on les utilisera en paire. Là, il faut faire attention. Il est possible de les utiliser, d'en utiliser qu'un à la fois, mais ça a une toute autre signification, donc vous ne le faites pas. Il faut toujours penser, si je veux faire un « et », il me faut 2 fois ce symbole-là. Bon, lui, c'est un facile, c'est là sur votre clavier. Maintenant, on va aller ce symbole-ci, ce que les Anglais appellent « pipe ». En fait, c'est un double symbole. C'est la barre verticale qui généralement va se trouver à côté du 1. Ça va être Alt quart 1 habituellement. Alors, vous pouvez vérifier. Si vous ne le trouvez pas sur votre clavier, je vous aiderai à le trouver. Mais généralement, c'est Alt quart 1. C'est la barre verticale. C'est un séparateur. Et le double barre verticale, ça nous fait un ou. On remarquera que ce soit en version algorithmique ou en version C#, le non, je prends la peine d'encadrer de parenthèses ce que je désire inverser. Naturellement, parce que le non, comme je l'ai dit, a un niveau de priorité extrêmement élevé. Pour le reste, on voit que je suis capable d'écrire des opérations tout à fait régulières. Bon, ça, c'est un document relativement court. Il y a beaucoup de travail d'exercices qui sont à faire là-dessus. Alors, je vais aller les regarder rapidement avec vous. Si on regarde l'énoncé des exercices, en fait, on va parler ici des exercices sur les expressions logiques 1 et 2. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire, mais faites-en plusieurs et surtout vers la fin. Ça, c'est clair. Si vous n'arrivez pas à trouver mes résultats, inquiétez-vous, ça veut dire que, bon, il y a peut-être un problème dans votre gestion des priorités, des choses comme ça. Il faut que ça se règle. Bon, la première série d'exercices, c'est avec des valeurs fixes, des valeurs constantes qu'on compare. Alors, naturellement, c'est relativement simple de voir le résultat. La deuxième série, c'est, je vous demande d'utiliser l'approche ensembliste que j'ai présentée il y a quelques minutes. Alors là, ici, c'est vraiment de reprendre chacun des morceaux, chaque exercice, d'être capable de les faire.
que ce soit des exercices simples et compliqués, ne les négligez pas. C'est quand même, vous allez, ne serait-ce que pour acquérir de la vitesse et que ça ne soit pas un souci lors des mini-tests. Bon. Ça reste un outil de validation, on s'entend. C'est un outil de validation et de simplification de vos expressions logiques. Bon. Si nous allons... est-ce qu'il y a des questions, premièrement? Non. Oh, il me semble pas y avoir de questions. Effectivement. Alors, on va passer maintenant aux structures répétitives en tant que telles. Alors, une structure répétitive, bon, mais qu'est-ce que c'est? Une structure répétitive, c'est donc une structure qui va me permettre de prendre une action et de la répéter. Alors, imaginons, là, je vais passer au tableau. Alors, imaginons. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas sûr que vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, Ouais. bien, parfait. Alors, OK. Bon. Alors, si on regarde un instant, je vais mettre la bonne caméra, ça sera encore mieux. Voilà. Bon. Alors, imaginons, je vous demande de m'écrire un programme qui va afficher les nombres 1, 2, 3, 4 et 5 successivement à l'écran. En admettant que vous n'avez pas été plus loin que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, à quoi ressemblerait votre code? Bon. Alors, normalement, il y a de fortes chances que votre code ressemble à ceci. Je vais écrire 1, écrire 2, écrire 3, écrire 4, écrire 5. Alors, évidemment, si vous faites ça, en tant qu'enseignant, je n'ai rien à dire, vous avez répondu à la consigne. Et là, évidemment, mais là, je vous dis, bien, vous êtes très, très bon. Maintenant, écrivez-moi les nombres jusqu'à 50. Bon. Et là, on voit que finalement, c'est peut-être pas la meilleure méthode, ce qu'on a ici. Premièrement, si vous regardez, là, chacune de mes lignes est différente. Alors, donc, si je veux aller, mettons, jusqu'à 10, je vais être obligé de dire écrire 6, écrire 7, écrire 8, écrire 9, écrire 10. Bon. Est-ce que c'est bon comme façon de faire? Manifestement, c'est très long et ça va nous demander beaucoup de travail. En plus, bon, on est informaticien, on est un petit peu paresseux des fois. On se dit, ben là, je ne peux même pas faire un copier-coller. Hein? Vous êtes d'accord? Chacune de mes lignes étant différente, ça ne me sert absolument à rien de faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais devoir intervenir sur chacune des lignes. OK. Alors, je vais reprendre mon problème. Et là, je vais me dire, bon, avec ce que je connais, comment est-ce que je pourrais résoudre mon problème pour être capable de faire du copier-coller? Alors, ce que je sais, c'est que si je veux faire du copier-coller, il ne faut pas que j'écrive la valeur d'une constante, parce que la constante va devoir changer à chaque fois. Mais par contre, si j'écris une variable, peut-être que je pourrais faire varier cette variable-là. Alors, imaginons que j'ai ceci. NB qui vaut 1. Et là, je vais dire écrire
NB. Est-ce que ça va m'écrire 1 à l'écran? Je penserais bien, hein? Je pense que ça va répondre à ce morceau-là. Maintenant, je veux écrire 2 à mon écran. Bien là, c'est sûr que je pourrais écrire ceci. NB vaut 2. Mais ça ne serait pas particulièrement intelligent. Parce que finalement, je me retrouve encore une fois à devoir manipuler une constante. Alors ici, à tous les 2 lignes, il va falloir que je change quelque chose. OK. On ne va pas faire ça. Si je veux passer de 1 à 2, qu'est-ce que je pourrais faire, messieurs? Personne n'a une idée? Plus NB plus 1. Ah oui, on va dire ajouter un. NB devient NB plus 1. Alors là, je peux ensuite dire, OK, je vais écrire NB. Et là, je viens d'écrire 2. Et là, je peux faire encore, dire, ben, je vais passer au prochain nombre, NB plus 1. Encore une fois. Et là, est-ce que je suis capable de faire du copier-coller? Oui. Ben oui, hein? Parce que je viens de créer ce qu'on va appeler une séquence répétitive. C'est-à-dire que moi, je peux reprendre ça quasiment à l'infini. Vous êtes bon pour écrire des macros qui copient et qui pastent. Alors, bon, on est capable de faire ça. Et mettons, tenez, 50 fois ça. Et là, bang, j'ai mes nombres de 1 à 50. Est-ce que ça va, ce coup-là? Oui. Alors, ce qui est important qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de passer d'une séquence linéaire, celle où j'écrivais écrire 1, écrire 2, écrire 3, écrire 4, qui fonctionne, mais qui n'est pas efficace, à une séquence répétitive. C'est-à-dire que j'ai réussi à manipuler ma séquence de façon à la simplifier en opération répétitive, plutôt qu'en opération individuelle. Bon. Ça, ce que je viens de faire, en fait, c'est la base de l'utilisation des structures répétitives. La première chose qu'on doit avoir lorsqu'on veut avoir une structure répétitive, c'est une séquence répétitive. Maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire? Il me reste à trouver le moyen de simplifier cette écriture pour éviter d'avoir, mettons, je ne sais pas, la personne me demande d'afficher les nombres de 1 à 5000 à l'écran. Bien là, je serais obligé de copier ça 5000 fois. Ça ferait un long programme qui ne fait pas grand-chose d'intelligent. Alors, il faudra maintenant être capable d'aller faire autre chose. Et c'est là qu'on va introduire la structure répétitive. Alors, bon. Alors, si je vous partage maintenant le document sur les répétitives, on vient de faire ce que j'ai appelé, donc, dans le document, on vient de passer d'un processus linéaire à un processus itératif ou encore une structure répétitive. Le terme itératif fait référence à une répétition. Bon, alors quand on dit, on verra qu'une itération, ça a un sens particulier. Bon, alors ici, on en est arrivé avec ma démonstration au tableau, au texte de la page 2, où finalement,
Là, j'ai utilisé le terme compteur dans mon document, au tableau le terme NB, mais c'est deux variables tout simplement, ça n'a pas d'importance. Alors ici, je suis arrivé à la même structure, mais qui est toujours un petit peu problématique. C'est sûr que là, j'ai pu travailler, comme on dit, avec le copier-coller, mais ce n'est pas particulièrement brillant. Et surtout, ce n'est pas facile à changer. Imaginons on me demande d'écrire un programme qui va une fois de 1 à 50, mais la prochaine fois de 1 à 500. Je suis obligé de réécrire mon programme. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est là qu'on va introduire la structure tant que. Moi, j'ai sorti tout d'abord ma structure, ma séquence répétitive ou mon processus itératif, si on veut, là, ici. Alors donc, ici, j'ai cette séquence itérative-là, je la prends, et là, je me dis, je dois la répéter. Eh bien, regardons ce qu'on a ici. Nous avons donc un petit algorithme qui va me permettre de répéter 50 fois quelque chose. Alors, regardons sa structure, elle est vraiment simple. Je commence, je me définis une borne, max, qui vaut 50, OK. J'ai une variable qui va me servir on appellera de compteur. Bon, alors ici, la variable compteur, donc c'est un compteur, on va l'appeler aussi, dans un nom plus général, une variable de contrôle. On va voir pourquoi tout à l'heure. Alors, c'est la variable de contrôle de la boucle ou de la répétitive. Et là, j'ai dit, tant que le compteur est plus petit ou égal à max, donc tant que cette condition est vraie, je vais répéter la séquence itérative. Bon, là, on voit que ma séquence itérative se termine par compteur devient compteur plus 1. Alors, on va l'analyser, ce qui va se produire. Initialement, je mets la valeur 1 dans mon compteur. J'arrive ensuite au début de ma boucle. Et là, on me dit, tant que compteur est plus grand ou plus petit ou égal à max, tu vas écrire compteur. Alors, au début, compteur vaut 1. Je vais donc écrire 1. Ensuite, mon compteur est incrémenté de 1, est augmenté de 1. Donc, compteur, après cette instruction-là, vaut maintenant 2. Étant donné que ma séquence itérative est terminée, je retourne à l'évaluation de la condition. 2 est-il plus petit ou égal à max? Oui. Donc, je vais aller écrire 2 et compteur ensuite va passer à 3. Et on recommence, puis à 4, puis à 5, puis à 6. Et éventuellement, compteur vaut 50. 50, compteur devient compteur plus 1, donc 51. Il revient à la condition, est-ce que 51 est plus petit ou égal à max? La réponse est non. Donc, le compteur en lui-même, la condition est fausse, donc la boucle se termine. Est-ce qu'il y a des questions initiales sur la structure tant que? Alors, oui? Personne? OK. Alors donc, le tant que, c'est la structure répétitive de base qu'on doit nécessairement maîtriser en informatique. Tous les langages ont l'équivalent d'une structure tant que, et c'est la structure la plus performante. La plupart des autres structures sont copiées sur celle-là. Bon. Juste 2 secondes.
Alors, si maintenant nous allons regarder la structure de base, on va essayer d'analyser ici les composants de cette structure-là. Tout d'abord, on a compteur. Voilà, j'ai la taille que je veux. On a un compteur plus petit que 1. Là, je dis, cette phase-là, c'est l'initialisation de la variable de contrôle. Bon. Dans toute boucle, dans toute répétitive, il y aura une ou plusieurs variables de contrôle. Les variables de contrôle sont très faciles à identifier. Ce sont des variables qui, à la fois, sont présentes dans la condition et sont manipulées à la fin de la structure répétitive pour éventuellement provoquer le changement d'état. Hein? Alors, quelque part, ici, compteur plus petit ou égal à max, eh bien, c'est ma condition et ma condition évalue ma variable de contrôle. Est-ce que max pourrait être une variable de contrôle, messieurs? Alors, lancez-vous. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça va nous permettre de bien comprendre les choses. Est-ce que max peut être une variable de contrôle? Oui, mais il faudrait qu'on change quelque chose dans la condition de poursuite. Bon, regardons. Max est une constante. Hein? On le voit, ça? Max ici ne peut pas être une variable de contrôle dans la structure actuelle pour deux raisons. Max, premièrement, est une constante. On voit hein, que c'est une constante, parce que je l'ai écrit en majuscule. Hein, ça nous permet de bien le voir. Et en voyant que c'est une variable de contrôle, comme ça, quelque part, je me dis, ben, max, si c'est une constante, ben, ça ne peut pas être une variable en partant. Deuxièmement, dans ma structure, on voit qu'à la fin, max ne change pas. Alors qu'une variable de contrôle, justement, c'est le changement d'état, le changement de la variable de contrôle qui fera en sorte qu'un jour, nous allons quitter la boucle. Alors, c'est pour ça qu'ici, je pense, on ne peut pas dire que max peut être une variable de contrôle. Ici, la variable de contrôle, c'est vraiment notre compteur. Pourquoi? Parce qu'il est manipulé, on fait une opération dessus dans la condition, on cherche à l'évaluer dans la condition et on va la modifier en fin de boucle. Bon. Alors donc, on a le point A, l'initialisation de la variable de contrôle. C'est toujours important d'initialiser nos variables de contrôle le plus proche possible du début de la boucle. Dans un monde idéal, l'initialisation de la variable de contrôle, c'est l'instruction qui précède le temps que. Si vous faites autrement, vous risquez d'introduire une erreur dans votre structure. Là, vous ne voyez pas nécessairement pourquoi ou comment ça serait possible, mais faites-moi confiance, je vais vous mettre dans des situations où si vous ne placez pas correctement la variable de contrôle, vous allez avoir des ennuis. Donc, initialisation de la variable de contrôle, la condition de poursuite. Certains vont dire la condition d'arrêt, mais en fait, c'est une condition de poursuite parce que tant qu'elle est vraie, on peut poursuivre notre boucle. Le point C, c'est le traitement. Ici, mon traitement est extrêmement simple. On voit que, par exemple, dans ce cas-ci, mon traitement utilise la valeur de la variable de contrôle. Par contre, ce qui est important, c'est que normalement, le traitement ne devrait pas modifier la valeur de ma variable de contrôle, sauf dans des circonstances très particulières. Mais habituellement, on va essayer de bien distinguer l'utilisation de la variable de contrôle qui peut se faire dans le traitement de la modification de la variable de contrôle.
Ça, c'est mon point D. Le point D, écoutez bien, lui devrait toujours être à la fin de notre structure de notre structure répétitive. Parce que, justement, ça devrait vraiment être la finalité de notre boucle. Bon. Il peut y avoir des cas particuliers où finalement, ce n'est pas si grave que ça, mais c'est une mauvaise habitude de faire autrement. Vous devriez toujours commencer par l'initialisation de la variable de contrôle, faire votre temps que avec la condition et ensuite le traitement qui peut être court ou long et finalement l'instruction ou les instructions qui servent de modificateur de la variable de contrôle. Alors là, ça, c'est une structure que vous devez maîtriser. Absolument. C'est super important. La structure répétitive n'est pas compliquée tant et aussi longtemps que vous respectez les règles d'utilisation de cette structure. Alors, dans les éléments que je vous demande de lire par la suite, donc, je parle entre autres de l'initialisation de la variable de contrôle qui vise à mettre la boucle dans un état valide. Alors, regardons. Imaginons que cette instruction ne soit pas là. Que vaudra compteur? Bon. Eh bien, ça va dépendre des langages. Dans certains langages, compteur va être mis à 0 automatiquement. Dans d'autres langages, ça va être une valeur indéfinie. Mais dans tous les cas, si vous vouliez, par exemple, afficher les nombres de 1 à 50, ça ne fonctionnera pas. Dans le meilleur des cas, ça afficherait les nombres de 0 à 50 si le système a décidé d'initialiser votre variable à 0. Bon, dans beaucoup de situations, le système va carrément planter si vous ne mettez pas l'initialisation de la variable de contrôle. Ensuite, la condition de poursuite. C'est donc la condition qui va faire en sorte que notre boucle va s'exécuter correctement et faire le bon nombre de tours de boucle. Alors, imaginons une situation ici où je me trompe dans ma condition. J'écris par exemple tant que compteur est plus grand ou égal à max. Combien de tours de boucle est-ce que je vais faire? Zéro. Effectivement, je ferai 0 tour de boucle si j'ai écrit compteur plus grand ou égal à max. Parce que compteur étant 1, valant 1 au premier tour, il va arriver ici. Est-ce que 1 est plus grand ou égal à max qui vaut 50? Eh bien, il va répondre faux. Alors, s'il répond faux, il ne va pas dans la boucle. Bon. Pour le reste, le traitement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on dit que le traitement ici, c'est une instruction dans mon exemple, le fameux écrire. Ça pourrait être un appel de fonction. Ça pourrait être plusieurs instructions. Mais ce qui est important, c'est que cette séquence d'instructions, de une ou plusieurs instructions qui représentent le traitement, on dit que ça ne devrait généralement pas modifier l'état de la boucle. Donc, si vous modifiez l'état de la boucle dans le traitement, dites-vous qu'il y a de fortes chances qu'il y ait un problème. On peut utiliser la valeur de la variable de contrôle, mais on ne devrait pas la modifier. Parce que si vous modifiez dans le traitement l'état de la variable de contrôle, vous allez avoir un impact sur le nombre de tours de boucle qui sera effectué. Finalement, la modification de la variable de contrôle, comme je l'ai dit, ça devrait être la dernière instruction de votre programme, de votre boucle, et c'est l'instruction qui va permettre éventuellement
de mettre fin à la boucle en modifiant la variable de contrôle qui fait de façon telle qu'à un moment donné, la condition de poursuite deviendra fausse. Bon, quelques remarques. Alors, comme j'en ai déjà dit une, les instructions de cette forme de répétitive ne seront pas exécutées si la condition est fausse au départ. On a vu un exemple. Pour ce qui est de l'algorithmie et des langages de programmation, on dit qu'il existe des variantes de la répétitive que nous allons étudier plus tard. Plus tard étant la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il y en a parmi vous qui connaissent un petit peu déjà de programmation. Donc, les book for ou encore do while n'ont pas encore été vus. Donc, il ne faut pas les utiliser cette semaine dans les exercices. En pseudocode, les opérations sont présentées indentées, décalées sur la droite, comme pour l'alternative. Alors, on regarde rapidement. On peut voir ici que j'ai décalé les instructions pour bien montrer que écrire compteur ainsi que compteur, affectation, compteur plus 1 étaient des instructions qui étaient à l'intérieur de la boucle tank. Nous allons maintenant présenter rapidement deux formes de boucles. Ces deux formes de boucles sont les deux formes principales que l'on retrouve. En fait, c'est les deux seules formes que l'on retrouve. Cette semaine, nous allons nous attarder plutôt sur la première forme et la semaine prochaine sur la seconde. Alors, la première forme que nous allons travailler, c'est ce qu'on appelle la boucle à compteur. C'est la boucle la plus commune. C'est une boucle qui va permettre de répéter une ou plusieurs opérations un nombre de fois connu. Alors, par exemple, je vais dire, je veux afficher 10 fois bonjour à l'écran. C'est une boucle à compteur. Je veux calculer le salaire de 20 employés. C'est une boucle à compteur. Vous voyez? Donc, on va être capable de savoir précisément combien de tours de boucle on veut faire. Bon. Dans la boucle à compteur, on va généralement avoir un nombre connu d'avance de valeurs, de tours de boucle. En fait, pas généralement, c'est tout le temps. En fait, la boucle à compteur est utilisée lorsque, au moment de la première évaluation de la condition, on connaît le nombre de tours de boucle qui sera effectué. Par exemple, ici, je peux dire qu'il s'agit d'une bonne boucle à compteur parce qu'en fonction du code des premières lignes de code et de la condition, je suis capable de prévoir que cette boucle va faire combien de tours, messieurs? Allez, un petit effort. Combien de tours est-ce que je vais faire? 10. Alors, on a quelqu'un qui nous dit 10. Est-ce qu'il y a une autre proposition? 9. 9. Et quelqu'un s'essaye encore pour une autre proposition? Bon, alors, on a le tour de... En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Je suis désolé, messieurs. Bien essayé. Premier tour de boucle. Compteur vaut 1000. Alors, je mets 20 dans le compteur. Donc, compteur vaut 20. 20 est plus petit ou égal à 30. Ça fait un tour. Après ça, on passe à 21. Toujours, c'est bon, un deuxième tour. 22, un troisième tour. 24, 25. Là, je suis rendu à 5 tours et plus.
20, 21, 22, 23, 24, 25. Je suis rendu à 6 tours. 27. Excusez-moi. 26, 27. Alors, 7e tour, 8e tour. 28, 29. Alors là, je suis rendu déjà à 10e tour. Et là, j'arrive 30. Est-ce qu'à 30, ma boucle va se faire encore? Est-ce que si compteur vaut 30, cette boucle, j'exécute la structure itérative? Oui. Oui. Alors donc, je fais un 11e tour de boucle. Alors, c'est pour ça que j'avais ici 11 tours de boucle. Alors donc, on dit que cette structure est une boucle à compteur parce que lors de la première évaluation de la condition, nous pouvons calculer que cette boucle itérera 11 fois. Itérer, c'est répéter. Une itération, c'est un tour de boucle. Bon. Ici, j'ai utilisé, je dis que c'est une boucle à compteur, puis j'utilise la variable compteur. Évidemment, ce n'est pas une obligation. Hein, je pourrais avoir une variable nombre d'employés ou numéro d'employés. Je pourrais avoir n'importe quel nombre variable qui représenterait quelque chose qui va se compter, se comptabiliser. Bon. La boucle conditionnelle. Ça, c'est une boucle qui est utile, qui est très utile, mais qu'on va utiliser dans des circonstances où on n'est pas capable de prévoir le nombre de tours que prendra notre boucle. Bon, ici, je donne un premier exemple. Fin lecture, le nom de ma constante, vaut 0. Alors, j'affecte la valeur 0 à la constante fin lecture. Je vais ensuite lire un nombre. Et là, je dis, tant que le nombre est différent de fin lecture, je vais écrire le nombre et je vais lire un autre nombre. OK. Bon, là, on va analyser cette boucle-là. Cette boucle-là est plus complexe que celle que nous avons vue précédemment. Mais je vais vous demander, est-ce que vous êtes capable de voir quelle est la variable de contrôle dans cette boucle-là? Allez, messieurs. Quelle est ma variable de contrôle? La variable nombre qui va être rentrée par l'utilisateur. Et voilà, c'est le nombre. Le nombre, c'est bien. La variable nombre, c'est ma variable de contrôle. OK. Quelle est l'initialisation de la variable de contrôle? Quelle instruction sert d'initialisation à ma variable de contrôle? Allez, ayez pas peur. Quelle est l'instruction qui me sert d'initialisation de la variable de contrôle? Là, je fais référence au schéma que je vous ai montré il y a quelques minutes où je plaçais chacune des instructions et je donnais leur rôle. OK. Je reprends. D'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, où devrait se situer l'initialisation de la variable de contrôle? Avant le temps que. Juste avant le temps que. Alors, c'est quoi l'instruction qui est immédiatement avant mon temps que ici? Lire nombre. Bon. Nombre, c'est ma variable de contrôle. Qu'est-ce que ça va faire, lire nombre? Ça va prendre le nombre rentré par l'utilisateur. Oui, ça va aller chercher le nombre. Est-ce que ça donne une valeur à la variable nombre? Est-ce que ma variable nombre se retrouve avec une valeur à l'intérieur? Oui. Bon, mais cette variable-là, ici, cette instruction-là, ici,
Ça, c'est mon initialisation de ma variable de contrôle. Je donne une première valeur à ma variable nombre. On sait que nombre, c'est une variable de contrôle, on l'a dit, parce qu'elle est manipulée à l'intérieur. Eh bien, ça, c'est l'instruction qui l'initialise. Donc, quand j'écris « tant que lire nombre, tant qu'un nombre plus petit ou égal à fin de lecture », cette instruction-là m'a permis de mettre une première valeur dans la variable et ainsi, j'ai été capable d'évaluer la condition. Bon. Alors, ça, c'est ma variable de contrôle que j'initialise. Ça, c'est ma condition. Où est le traitement à l'intérieur de ça? Allez, messieurs, quel est le traitement? Écrire nombre. Écrire nombre. C'est mon traitement, il est très simple. Il ne modifie pas ma variable de contrôle, il l'utilise, c'est parfait. Et maintenant, quelle est la modification de la variable de contrôle? Lire nombre. Un autre nombre entré par l'utilisateur qui va changer le temps que, puis recommencer. Et voilà, exactement. Le lire nombre qui est là, c'est la modification de ma variable de contrôle. Ça va faire en sorte que la prochaine fois que j'arrive au temps que, le nombre va avoir changé par rapport à la valeur initiale et peut-être que ma condition va devenir fausse, si elle était vraie. Bon, là, je vais vous poser une question. Combien de tours de boucle cette boucle va-t-elle faire? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'en fait, l'utilisateur peut rentrer le nombre 0, ce que ça veut dire que ça va donner faux, mais sinon, dans tous les autres cas, c'est vrai. Bon, alors c'est ça. Je ne suis pas capable de dire en regardant la boucle combien de tours elle va faire. Hein? On n'est pas capable parce que ça se peut que dès qu'on dise ici, ça se peut que l'utilisateur entre la valeur 0 immédiatement ou, excusez-moi, ou encore, ça se peut qu'il le rende après 1 million de tours de boucle qui stagne puis qui rentre la valeur 0. Hein? Je ne peux pas le prévoir. Ça, c'est une variable qu'on appelle, en fait, une boucle qu'on appelle une boucle conditionnelle. Donc, je ne peux pas compter, je ne peux pas planifier le nombre de tours de boucle. Je sais juste qu'un jour, peut-être, il y a quelqu'un qui va rentrer 0 et à ce moment-là, je vais quitter la boucle. Ça va? Bon, la boucle cette semaine, on va plutôt travailler avec la boucle à compteur. C'est ça que je vais vous demander de faire. La semaine prochaine, on va commencer, on retravaillera encore la boucle conditionnelle et ce qu'on peut y faire. On verra également la semaine prochaine des éléments qui vont, des éléments plus techniques par rapport, donc des opérateurs plus techniques par rapport aux boucles. Sinon, regardons la codification. On va terminer là-dessus aujourd'hui. Alors, si on parle de codification, la variable de contrôle, donc, en fait, on va terminer, on va faire un exemple, évidemment. Ici, on retrouve la même structure que dans la structure de pseudocode. C'est-à-dire que je vais avoir l'initialisation de la VC, VC pour variable de contrôle. Excusez-moi, j'étais paresseux apparemment. While condition, tant que, le while, c'est le tant que, ma condition, un instant s'il vous plaît. Voilà. Alors, tant que, c'est le while, ma condition est entre parenthèses, vous remarquez, comme pour les alternatives. Alors ça, c'est une règle. Hein? Lorsqu'on a une alternative ou une répétitive, notre condition va se retrouver entre parenthèses. J'ai l'accolade qui m'indique, attention, ça va encadrer ma séquence itérative. Là, j'ai mon traitement et j'ai ma modification de la variable de contrôle. Bon. On voit que,
regardez bien, la condition est entre parenthèses et il n'y a pas de point-virgule dans la structure de base du while après la condition. Si vous mettez un point-virgule, vous allez avoir un comportement que vous allez détester. C'est ce qu'on appellera une boucle infinie. Une boucle infinie, c'est une boucle qui va se produire, qui ne s'arrêtera jamais. Bon, pour faire une boucle infinie, c'est très facile. Il y a deux belles méthodes que je vais vous montrer. La première, c'est de mettre un point-virgule ici. Ça va faire en sorte que la séquence itérative ne sera jamais exécutée. Si la séquence itérative n'est jamais exécutée, la modification de la variable de contrôle ne se produira jamais. Bon, ça ici, ça ferait donc assez simple. Une autre manière de faire, je vais le montrer tout de suite. Par exemple, dans cet exemple-là, si j'oublie l'instruction à la fin, eh bien, ce qui va se passer, c'est que mon compteur va rester à la valeur initiale, c'est-à-dire min, et il va m'écrire 20 pendant 1 milliard d'années. Il ne va pas se tanner de le faire. 1 milliard, sans doute que non, on va manquer l'électricité avant, mais ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez en voir des 20 à l'écran avant d'arriver à éteindre la boucle. Bon. Alors ça, je viens de vous montrer deux manières d'arriver à une boucle infinie. Maintenant, on va regarder une troisième. Et ça arrive si vous omettez les accolades. Si vous oubliez les accolades, lui, il va considérer que seule la première instruction est dans la boucle et la seconde sera à l'extérieur de la boucle. Donc, ça, c'est une autre belle manière d'avoir une boucle infinie. Bon, il y en aurait d'autres. On peut se tromper dans notre condition, on peut faire des choses un peu étranges, mais une boucle infinie, ça va être votre pire problème avec ça, avec les répétitifs. Bon. Alors, on va aller juste rapidement coder un petit exemple ensemble. Alors, je vais créer un petit projet, donc un exemple. Nous sommes à la semaine 7 et voilà, merci. Suivant. Alors, semaine 7, exemple 1. Et on va le déposer dans mon site que j'aime bien. Et on y va. Ce sera pas long, j'espère. Voilà. Alors donc, j'arrive ici à mon premier problème. Alors, imaginons que je veux écrire 10 fois un nombre à l'écran. On va prendre quelque chose de très simple. Alors, je vais dire, tenez ceci, constante int min est égal, mettons que je vais aller de 1 à 10. Alors, est égal à 1, point virgule. Const int max est égal à 10, point virgule. int compteur ou nombre, ce que vous voulez, mettons CPT si on est un peu paresseux, mais nombre, ça sera NB pour nombre, c'est très bien. NB, alors là, regardons, je vais commencer à prendre des raccourcis quand j'écris. Mais là, il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors ici, je vais écrire un premier petit raccourci qui va bien marcher aujourd'hui, mais on verra dans d'autres circonstances qui est moins évident. Alors, NB est égal à min. Alors, vous voyez, j'ai déclaré la variable NB et je lui ai affecté une valeur au moment de la déclaration. C'est légal, on a le droit de faire ça. Bon, souvent, on va le faire dans un esprit de concision parce que finalement, on peut le faire en 2 opérations, mais on peut le faire en une seule. Maintenant, en ayant écrit ça, excusez-moi, ici, NB était ma variable de contrôle, donc l'instruction qui était celle-ci.
est une instruction qui me sert d'initialisation de ma variable de contrôle. Maintenant, j'utilise l'instruction while. Tant que NB est plus petit ou égal à max, bon, qu'est-ce que je dois faire? J'ouvre les accolades et j'écris ici « Écrire NB ». Donc, console.writeLine NB. Alors là, je pourrais faire un très beau message. NB est égal à accolade 0, accolade, virgule, NB, et tout le monde est content. Bon, là ici, si je m'arrête à ça, est-ce que ma boucle est bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez ma boucle? Il manque des éléments. Ah, il manque un élément. Quel élément il manquerait, mon cher? Écrire le nombre? Ah non, non, tu l'as mis. Ah non, c'est correct. OK. C'est correct? OK. Ouais. Tout le monde est d'accord? C'est beau, ça? La modification de Pour la la modification. Ah, variable de ouais. contrôle. Oui, parce que ça, si je démarre ça, il va m'écrire 1 pendant très longtemps. Parce que la boucle ne va pas changer. L'NB ne va pas changer. Donc, c'est le piège tout le temps. On oublie la variable de contrôle, de la modifier. Alors ici, moi, je vais l'écrire pour l'instant. Cette semaine, on va encore écrire ça d'une façon longue, mais on verra dès la semaine prochaine des façons plus concises d'écrire les choses. Alors, moi, je vais écrire NB est égal à NB plus 1. Oups, plus A plus 1. Voilà. Alors ici, et je pourrais même écrire un petit message à la fin, console.writeLine, fin du traitement, fin du programme. On va bien voir que notre programme a bien travaillé. Je lance l'exécution, CTRL F5, et on peut voir que tout s'est bien déroulé. Donc, il a écrit les nombres de 1 à 10, etc. Bon. On verra plus tard qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'écrire un peu autrement, d'une façon plus concise, beaucoup plus concise, même. Mais on va faire attention de conserver la distinction entre le traitement et la modification de la variable de contrôle. Ça serait un peu erroné d'aller essayer de rendre ça tellement concis que le traitement et la modification de la variable de contrôle se fassent sur la même instruction. Alors, des fois, ce qui est syntaxiquement possible n'est pas toujours une bonne idée. Bon. Avez-vous des questions, messieurs, sur ce que je viens de vous présenter sur les boucles? Lorsque vous êtes au-dessus du while, lorsque vous êtes int nombre est égal à minimum, si le minimum, ça serait une variable qu'on aurait écrit, mettons, par console readline, puis peu importe quel nom de variable ça serait, est-ce qu'il faudrait réécrire int nombre est égal à la variable qui est déjà un int de ce nombre-là? Regarde, mettons que tu fais ça. Mettons que tu me dis, toi, min, c'est pas min. Min, ça va être min comme ça. Et là, je vais dire int min. Et moi, je vais avoir int min est égal à console, est égal à int.parse de console.readline. C'est ça que tu me dis? Oui. Bon, bien là, ici, on a le même, c'est toujours une variable, c'est toujours une boucle à compteur. Et ce qui est important, c'est que la seule chose qui a changé, c'est qu'au lieu d'affecter une constante au départ, j'affecte le résultat d'une variable. Alors,
exécutons ça. Alors, par exemple, si j'écris moins 5, attendez, je vais mettre ma fenêtre d'exécution ici, tout le monde la voit. Si j'écris moins 5, ben là, il m'écrit tous les nombres entre moins 5 et 10. Puis, si j'écris, je ne sais pas moi, 11, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais donner. Ben, il ne va pas écrire grand-chose. Parce qu'il n'y a aucun nombre entre 11 et 10. Parce que 11 est plus grand que 10. Bon, ici, ce que je viens de montrer, c'est qu'on a une forme de boucle à compteur ici, et ça reste une boucle à compteur, dans la mesure que, au moment de l'évaluation de la première condition, je suis capable de savoir combien de tours de boucle je vais donner. Évidemment, je ne suis pas obligé que ça soit une constante, mon min. Mais ce que je suis obligé, c'est que le min, dans ce cas-là, soit connu au moment du premier tour. Parce que si min n'était pas connu, bien là, j'aurais eu n'importe quoi à l'intérieur. Hein? Imaginons que j'ai ceci. Regardez ce qui arrive. Vous voyez ici, je n'ai pas défini ce que valait min. Qu'est-ce qui arrive ici? Il me dit, vous voyez, c'est en souligné en rouge. Il me dit, attention, utilisation d'une variable locale non assignée. Ils veulent dire que je n'ai pas affecté de valeur à la variable min. Alors donc, il me dit, ça ne va pas marcher. Et effectivement, on voit qu'on a, quand c'est en rouge comme ça, en dessous, là, bien, ça veut dire que ça ne va pas bien. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Bon, là, on va se revoir donc jeudi matin. Alors, jeudi matin, écoutez, normalement, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter le laboratoire. Je vais également donner on va corriger le laboratoire 6. On va également présenter le laboratoire 7. Pour la correction du laboratoire 6, on va aller la faire. Je pense que je vais la faire sur Zoom. Alors, présentez-vous sur Zoom le jeudi matin. Je vais vous envoyer un courriel pour ça, pour vous le rappeler. Et après ça, nous irons sur Discord pour la partie plus laboratoire. Alors, messieurs, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir tout le monde. Bye, merci. Merci. Merci, bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne fin de journée. Oui, j'ai une question. Oui. En vrai, moi, la question que j'avais au préalable, c'était est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on arrive devant le while, de redéfinir la variable? De redéfinir la variable. Parce que, mettons, Ouais. Si ta variable avait été déclarée tout en haut du programme, bon, ouais, bon, écoute, on va reprendre, je vais repartager mon code. Ce ne sera pas long. je voulais pas retarder toute la classe avec, Non, avec c'est ça. une, là, bonne, c'est pour ça, mais- c'est une bonne question. En fait, c'est que lorsque tu as ceci, si tu vois bien mon code, là, tu disais, oui, mais si j'ai fait ça,
puis là, il s'est passé plein d'affaires. Bien là, tu es dans une mauvaise passe. Tu es dans une mauvaise situation. C'est-à-dire que si tu étais comme ça, ce que tu aurais dû faire, c'est ceci. Voilà. Alors donc, si tu n'es... La règle, c'est pas que tu dois affecter ta variable à la déclaration. La règle, c'est que l'initialisation de la variable de contrôle doit être immédiatement avant la boucle. Parce que sinon, il aurait pu se passer beaucoup de choses qui auraient eu un impact sur cette variable-là avant le début de la boucle. Mais pourquoi il faut l'initialiser? C'est ça, je comprends pas. Mais C'est si parce tu- que, mettons, là, dans le NB est égal à min, on fait pas juste prendre une variable puis transformer cette variable-là en la même variable. On pourrait pas juste écrire while min est plus petit ou égal à max, puis tout faire regarde. avec min à la OK. place de NB. Je vais reprendre ça. Je vais reprendre le code initial que nous avions. OK? Bon. Nous avions ceci. Bon. Alors, quand on avait ça ici, on voit bien que min est une constante. Mhm. Donc, je ne peux pas utiliser min ici. Vois-tu? Parce que, premièrement, min ne peut pas changer parce que je n'ai pas le droit de faire ça. Tu vois? Oups. Si j'écris ça, là, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que min, c'est une constante. Une constante, je n'ai pas le droit de la changer. Tu vois? Oups, min. Okay. Alors, comme je n'ai pas le droit de la changer, c'est pour ça que j'utilise une variable. Et aussi, on va voir que souvent, pour une boucle, on va vouloir utiliser une variable spécifique. Vraiment, la variable, le compteur de la boucle va être plus court. Aussi, ce que tu vas voir, c'est finalement, souvent, nos bouts de code qu'on va écrire vont être courts. C'est-à-dire que les fonctions, on va s'arranger pour que ça ne soit pas trop long, une fonction. Généralement, là, quand tu as une fonction qui est plus longue que 10-12 lignes, là, tu dois commencer à te poser la question, à dire, est-ce que ma fonction est trop longue? Est-ce que j'ai écrit quelque chose que j'aurais pu mettre dans une autre fonction? Est-ce que j'ai assez découpé mon problème? OK. Alors, habituellement, moi, tu vas voir, mes bouts de code que je vais vous donner, les fonctions sont toujours relativement courtes parce que je préfère couper plus mon code. OK. Le découper. Mais effectivement, dans certains cas, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai écrit « je vais lire min », ben oui, lire dans ce cas-là, min, mettons que si j'écris ceci, tenez, j'aurais pu écrire inp.parse console.readline. Oups. Alors, écoute, j'ai initialisé ma variable de contrôle en demandant à l'utilisateur une variable, une valeur. OK. J'ai le droit de faire ça. OK. Direct. Et après ça, effectivement, ben, je modifie NB. OK. Mais ce qui est important, c'est qu'on préserve la structure. C'est-à-dire que ces opérations-là soient regroupées dans le même ordre. Ça marche? Ouais. Merci beaucoup. Ben de rien, mon cher. Passez une bonne journée. Toi aussi.